Je te promets qu'on la retrouvera, dit l'homme d'affaires triste et d'âge mûr à sa belle épouse qui pleurait amèrement dans la maternité. Et ils paieront pour tout. Richard, mais où? Comment chercheras-tu ceux qui ont fait ça? Sa femme se jeta sur sa poitrine. Non, je ne peux pas supporter ça. Le lendemain. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Cooper reçut un appel de la maternité. Sa femme s'était suicidée. L'affaire fut attribuée à une dépression postpartum, bien qu'un médecin âgé qui avait suivi sa grossesse, Léon, tenta de souligner que, même si la femme était dans un état instable, elle allaitait toujours sa fille et était globalement stable. Mais personne ne l'écouta. La maternité avait déjà assez de problèmes avec cette famille, car initialement, la femme avait eu une grossesse multiple et un bébé avait disparu directement de la salle d'accouchement. Maintenant, cet incident aussi, le médecin-chef utilisa toutes ses relations pour s'assurer que l'affaire soit classée comme dépression postpartum. Il fit même courir la rumeur que la mère avait elle-même fait quelque chose au deuxième enfant. Naturellement, après cela, le mari récupéra rapidement le corps de sa femme et le bébé vivant. Il nomma la fille Julia et l'éleva seule. Il ne se remaria jamais, bien qu'il fût un homme prospère et que les femmes intéressées par sa fortune ne manquaient pas. Julia grandit sans manquer de rien. Quand elle eut 10 ans, son père lui raconta leur histoire familiale et admit également qu'il n'avait jamais découvert ce qui était arrivé à la seconde fille. Son sort restait inconnu du père au cœur brisé. À partir de ce moment, Julia se promit de ne jamais contrarier son père. Elle étudia assidûment, fréquenta un club d'art à l'école où le drôle de vieil homme Albert la complimentait le plus, et son petit-fils Ben rougissait toujours en présence de Julia. Mais sa matière préférée restait les sciences exactes. En cela, elle était soutenue par son parrain, le meilleur ami de son père, Eric. Richard avait consacré toute sa vie à chercher l'enfant disparu, qu'il soupçonnait d'avoir été enlevé par des concurrents. Julia grandit et entra également dans le monde des affaires après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'économie. À ce moment-là, son père, qui avait accumulé une immense fortune, craignait qu'après sa mort, sa fille ne se retrouve sans protection. Il la maria donc à quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps, son subordonné et bras droit, Charles. « Papa, mais nous n'avons qu'une relation amicale, soupira Julia. Charles est un homme bien sûr, mais si je ne tombe pas vraiment amoureuse de lui? Vous divorcerez, ce n'est pas une grosse perte. Vous aurez toujours un contrat de mariage et je ferai un testament, promit Richard. Écoute-moi juste pour une fois dans ta vie. Avec Charles, tu seras plus en sécurité quand je ne serai plus là. » Ainsi, à l'âge de 25 ans, Julia acquit soudainement le statut d'heureuse jeune mariée. Charles, peu enclin à contredire le patron, avait cependant à cette époque une maîtresse de longue date, Naomi, qui attendait une demande en mariage. Après le mariage, ils continuèrent à se voir. 2 ans plus tard, Richard décéda. Il n'était plus jeune. Un journal local publia même un article sur la disparition du magnate des affaires, mais tout le monde ne crut pas à une mort naturelle. Son meilleur ami se jetait sur le cercueil en criant qu'il fallait examiner le corps, mais Charles le repoussa. La sécurité escorta le vieil homme par les bras. Julia se préparait à hériter, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour assister à la lecture du testament. Sa mort fut considérée comme un accident tragique et absurde. La fille n'avait pas supporté la perte de son père. Tout le monde sympathisait avec Charles, lui offrant des condoléances avec une expression affligée. Il arriva à la morgue. Il entra dans le bureau du pathologiste et demanda « Qui est responsable ici ?» « J'ai apporté les vêtements de ma femme. Elle a été hospitalisée hier pour une crise cardiaque et n'a pas pu être sauvée. »« Je suis le docteur Thomas Wright, chef de service. » se présenta l'homme. « Mes condoléances. Je sais que la famille de Julia a parrainé notre clinique pendant de nombreuses années. » « N'essayez pas de me distraire, » le coupa Charles d'un ton sec. « Ma femme, pour des raisons religieuses, ne voulait pas d'autopsie. Où dois-je signer le refus? » « Eh bien, écoutez, comme elle n'est pas restée à l'hôpital même 24 heures, une autopsie est obligatoire pour que les médecins ne soient pas accusés d'erreur, » expliqua Thomas, découvrant ses dents dans un sourire obséquieux. « Docteur, vous n'avez clairement pas compris, » grogna Charles en attrapant l'homme par le col de sa blouse. « Je respecte bien plus les dernières volontés de ma défunte épouse que vos stupides règles hospitalières. Bon, si c'est si important et qu'il vous faut un papier, écrivez-le, ne le cachez pas. Combien coûte un tel service? » « Très bien, sortons, il fait un peu étouffant ici, » suggéra Thomas, laissant entendre qu'il y avait des caméras dans le bureau. Les hommes sortirent et se mirent rapidement d'accord.
Charles partit organiser la concession funéraire pour que Julia puisse reposer à côté de son père. Avec ses affaires, il laissa un paquet à la morgue, demandant qu'il soit placé dans le cercueil de sa femme. En chemin, le veuf éploré acheta un journal et eut un sourire narquois en voyant le titre « Les riches pleurent aussi ». Le jeune veuf hérite maintenant de tout. Ordonnant au chauffeur de se diriger vers le cimetière, Charles déplia l'article et grimaça. Il soulevait une question qu'il n'avait pas encore voulu rendre publique. L'article indiquait que Richard avait étonnamment laissé sa fortune non pas à sa fille bien-aimée, mais à son gendre. Mais Charles savait que le testament original était différent et que demain, il serait enterré profondément sous terre dans le cercueil de sa femme mal-aimée. Le vrai testament était celui dans le paquet resté à la morgue. Pendant ce temps, le pathologiste terminait son service et donnait des ordres aux brancardiers. L'un d'eux le dérangeait particulièrement. Derek avait été étudiant en médecine, se destinant à être réanimateur, mais il avait abandonné l'université à cause d'un amour non partagé. Sa fiancée, Naomi, lui avait été ravie par un homme d'affaires qui conduisait une voiture de luxe. Derek ne connaissait que son nom, Charles, mais il n'avait vu son rival qu'une seule fois. C'est alors qu'il avait déclenché une bagarre et avait ensuite été expulsé de la faculté de médecine pour raisons disciplinaires. Plus tard, sa mère tomba malade. Derek commença à travailler comme brancardier, mais les connaissances acquises étaient régulièrement mises en pratique. Et maintenant, il demandait des éclaircissements au pathologiste. Celle du service, déjà prête pour demain, prête pour l'enterrement? Elle est là depuis cette nuit. Thomas. Et l'autopsie n'a pas encore été faite. Ça ne te regarde pas, Derek, rétorqua le pathologiste. C'est moi le médecin ici. Tant que je suis là. On t'a dit de commencer l'embaumement, alors vas-y. Et prépare la pauvre femme pour les adieux. Et souviens-toi, c'est une femme d'affaires connue, tout doit être parfait. Très bien, comme vous voulez, grommela Derek, ne voulant pas discuter avec son supérieur. Y aura-t-il un supplément pour la préparation? Tiens, prends ça, dit Thomas en glissant quelques billets dans leur poche, à lui et à son collègue Lucas. Voilà, je pars. Assurez-vous de faire votre travail correctement. Il se leva, ferma son bureau à clé, mais avant de partir, il tendit au brancardier un sac avec les affaires de la défunte. Il n'y avait qu'une seule cliente à la morgue ce jour-là. Quelque chose cloche, dit Lucas à Derek. Il est encore paresseux avec l'autopsie. Il a probablement déjà rédigé le rapport, dit l'autre brancardier de l'équipe. Sa main a commencé à trembler. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne fait pas l'autopsie. Oh, allons donc. Il a pris l'argent et a écrit le diagnostic dont il avait besoin. Sacré boulot pour un type, ricana Derek. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais ma carrière en médecine. Ouais, c'est ça. On gagne plus avec les pourboires et les extras que certains médecins, rit Lucas. Au fait, dépêchons-nous. C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Si je n'arrive pas à l'heure, elle va me démolir. Et cette femme est un sacré numéro. Alors vas-y, fit Derek d'un geste de la main. Je m'en occupe seul. On n'est pas vraiment débordé aujourd'hui. Et l'argent? Demanda Lucas avec une mine déconfite. Ils étaient tous les deux payés pour le travail, après tout. Vas-y, c'est tout. Et couvre-moi plus tard, marmonna Derek. Lucas lui serra joyeusement la main et se précipita pour se changer. Derek ferma la porte du service derrière lui. Si quelqu'un mourait, on l'appellerait de toute façon. Il alla s'occuper de la défunte. En la déplaçant du brancard à la table d'embaumement, il réalisa que sa cliente n'était clairement pas morte. Il prit sa température corporelle, elle était très basse, mais nettement plus élevée que celle d'un cadavre. Derek déplaça la femme sur un canapé dans les toilettes, la couvrit d'une couverture qu'il utilisait pour les gardes de nuit et alla fouiller dans la réserve de médicaments. Trouvant les agents détoxifiants nécessaires, il les utilisa plusieurs fois pour la ramener du seuil de la mort, contre la volonté du pathologiste qui ne voulait pas être embarrassé. Il retourna dans la pièce, mesura sa tension artérielle et son pouls, qui était légèrement plus perceptible, et installa une perfusion. Quelques heures plus tard, la femme reprit connaissance, ouvrit les yeux et demanda faiblement « Où sont mes vêtements? Qui êtes-vous? Pourquoi fait-il si sombre ici? » « Vous êtes à la morgue. »« Nous ne fournissons pas de vêtements ici, » lui sourit Derek. « Écoutez, belle défunte nommée Julia, ce ne sont pas vraiment mes affaires, mais vous étiez clairement sous l'influence d'un médicament qui abaisse la tension artérielle, le pouls et la température corporelle. » « C'était une infusion à base de plantes, » murmura Julia. « Un mélange calmant. Mon mari me l'a donné. »
Je ne dormais pas bien depuis le décès de mon père il y a un mois. Ouais, une concoction assez intéressante que votre mari vous a donnée. Une qui garantit le sommeil éternel, ricana Derek à nouveau. Ce ne sont pas mes affaires, mais il semble que vous ayez failli atteindre l'étape de l'embaumement. Et comme il n'y a pas eu d'autopsie, notre personnel de la morgue est dans le coup. Que devrions-nous faire de moi? Ne me dénoncez pas, murmura Julia. Je paierai ce qu'il faut. Oh mon Dieu, une femme riche me tombe dans les bras, ricana Derek. Mais ce n'est pas le problème. Selon les documents, vous êtes morte. Et il n'y a pas de poche dans l'au-delà. Écoutez, je parle d'autre chose. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. Attendez, laissez-moi au moins faire une prise de sang pendant qu'elle est encore fraîche, sinon nous ne pourrons rien prouver plus tard. Il préleva un échantillon sur sa patiente étonnamment vivante, le scella et cacha l'éprouvette, décidant de la porter à une laborantine qu'il connaissait le lendemain matin. Julia frissonna sous la couverture. Y a-t-il des vêtements à moi? Ou au moins quelque chose? Vous savez, ce n'est pas normal d'être assise ici sans rien. Je vous ai déjà vu, sourit Derek. Les seuls vêtements sont ceux que votre mari a apportés. Je vais vous apporter le sac maintenant. Vous pouvez vérifier. En attendant, n'hésitez pas à lire le journal. Il lui tendit une copie papier du seul journal de la ville. On le donnait aux patients à l'hôpital pour leur remonter le moral avec les dernières nouvelles. Ensuite, il apporta le sac et suggéra à Julia de s'habiller pendant qu'il vérifiait que tout allait bien. « Avez-vous des cadavres à la morgue » demanda la jeune femme, horrifiée. « Pas aujourd'hui. »« Vous avez de la chance, » ricana Derek. « Au fait, qu'est-ce qu'on dit à mon patron? Et qui enterre-t-on demain? » « Ne pouvez-vous pas inventer quelque chose » demanda Julia d'une voix tremblante. Elle n'agissait plus comme une riche héritière. « Très bien, je vais sauver la princesse. J'irai jusqu'au bout. Mais sachez que c'est moi qui mènerai la danse, » posa Derek comme condition. Julia hocha la tête et commença à fouiller dans le sac pendant que Derek faisait le tour du service et se dirigeait vers la sortie de secours. Récemment, ils y avaient fait des rénovations et avaient laissé un sac de ciment pesant environ 50 kg. Juste ce dont il avait besoin. Il déplaça le sac sur un brancard, le plaça dans un cercueil, cloua le couvercle, puis appela le pathologiste, exprimant son chagrin. « Thomas, nous avons un problème avec la patiente. » « Eh bien, quoi encore, Derek » demanda Thomas, irrité. Il y a eu une réaction cutanée si grave qu'aucun maquillage ne pourrait la couvrir. Comme un empoisonnement. En général, je ne recommanderais pas de montrer le corps à qui que ce soit. Peut-être pourriez-vous recommander des funérailles à cercueil fermé? Bien joué d'avoir appelé. Vous aurez une prime, promit Thomas. Quelqu'un d'autre l'a vu à part vous? Où est-ce que Lucas a encore flâné? Je suis le seul, répondit Derek. Eh bien, alors pas d'embaumement, ça ne sert à rien. Très bien, Derek, répondit Thomas. Vous irez loin si vous m'écoutez. Derek souhaita une bonne nuit à son patron et retourna dans la pièce. Julia était assise là, vêtue d'un col roulé et d'un pantalon en cachemire coûteux de couleur crème, lisant des documents. Le journal était ouvert sur un article avec sa photo. Qu'y a-t-il? Ils ont choisi une mauvaise photo, demanda Derek. C'est ça. Demain, votre cercueil sera cérémonieusement rempli d'un sac de ciment dans la tombe. Merci, marmonna Julia, puis ajouta, quel salaud. Moi? Derek fut choqué. Pourquoi jurez-vous? C'est mon mari, ricana-t-elle. Le vrai testament de mon père était dans mes affaires, mais il l'a falsifié et a déjà dit aux journalistes qu'il héritait de tout. Je n'ai même pas vu ce testament. Je n'en ai juste pas eu l'occasion. J'étais complètement ailleurs après les funérailles. Alors, quoi maintenant? Demanda Derek. Allez-vous prétendre que vous êtes en vie? N'avez-vous pas peur que votre mari essaie de vous tuer à nouveau? D'abord, je récupérerai l'argent et je tirerai tout au clair, répondit Julia. Pouvez-vous me faire sortir d'ici d'une manière ou d'une autre? Je vous donnerai l'adresse, mais je ne sais pas où aller après. Vivez avec moi, proposa le brancardier. Bien que ma mère souffre d'insuffisance rénale chronique et que nous allions en dialyse, c'est une femme bien. Elle ne dira rien à personne. Nous vivons dans une maison individuelle dans un quartier où personne ne vous verra. D'accord, acquiesça Julia. Mais d'abord, je dois faire quelque chose. Vous devrez m'emmener. Très bien, acquiesça Derek. Attendez un peu. Je vais prévenir les filles des services que je serai sur mon téléphone. Il appela depuis le téléphone du travail, puis partit avec son invité inhabituel par la sortie de secours.
Julia lui donna l'adresse. C'est là que vit l'ami de mon père. Il est avocat et mon parrain. C'est le seul en qui je peux avoir confiance maintenant. Il a été le seul à douter de la mort naturelle de mon père. J'ai été si stupide. J'ai même défendu Charles quand Eric l'a accusé. Au moins, vous avez quelqu'un, sourit Derek. Pouvez-vous rester ici jusqu'au matin? Je finirai mon service et je vous ramènerai à la maison. Mais je retourne à l'hôpital maintenant. Bien sûr, si oncle Eric est à la maison. Elle appuya sur le bouton de l'interphone près du portail en fer forgé torsadé de la maison privée. Bientôt, un chien se mit à aboyer. Un gardien apparut. Il fixa Julia comme si elle était un fantôme, puis se signa et cria. À ces cris, un homme âgé sortit en courant de la maison et vit lui aussi l'invité, mais sa réaction fut complètement différente. Déverrouillant le portail, le parrain serra Julia fort dans ses bras et murmura joyeusement « Dieu merci, tu es en vie. » Oncle Eric, souviens-toi, c'est un secret. Je ne prévois pas de ressusciter pour l'instant, sourit-elle en désignant le gardien. Sonia, cela te concerne aussi. Il hocha simplement la tête, choqué, se signa à nouveau et rentra dans la maison. Julia n'était pas inquiète qu'il bavarde avec son mari. Tous les résidents de cette maison détestaient Charles passionnément. Oncle Eric, j'ai besoin d'argent, dit Julia immédiatement une fois à l'intérieur de la maison, et le parrain écouta son histoire. Je m'occuperai du reste moi-même. Mon mari paiera pour tout. Alors garde ça pour l'instant. Le testament original de mon père. Oui, l'argent n'est pas un problème, répondit le parrain en mettant les papiers dans un coffre-fort. Tu peux utiliser n'importe laquelle de mes cartes. Mais qu'est-ce que tu prévois de faire? Je ne veux pas le dire pour l'instant. Laisse ça être une surprise pour tout le monde, sourit Julia largement. Tu sais ce qu'on dit, ce que savent deux personnes, le cochon le sait aussi, acquiesça le parrain. C'était son dicton préféré. Bientôt, l'aube pointait et Derek arriva pour sa patiente. Sur le chemin de sa maison, Julia demanda « Ta mère ne sera pas contre ?» Non, j'ai appelé, ça va. Elle est au courant de notre problème, sourit Derek. En fait, elle est médecin aussi, pédiatre. Mais si besoin, elle peut s'occuper de toi. Merci pour l'avertissement, murmura Julia. C'était une nouvelle inattendue. Au fait, écoute, qui va réellement aux funérailles? Prévois-tu d'y assister? Demanda Derek. Eh bien, probablement tes parents seront là, ceux qui restent. Quant aux étrangers, peut-être juste des pleureuses professionnelles. Et au cimetière, il y a des mendiants, mais ils ont leur propre mafia. Je ne peux pas te donner de conseils là-dessus. Peux-tu m'arranger pour que je sois l'une de ces pleureuses? Demanda-t-elle. Bien sûr. Avec du maquillage? Ou peut-être mieux en mendiante? Tu sais où ils vont me garder, alors tu peux me couvrir. Très bien, si tu veux te donner des frissons, son sauveur soupira. Nous préparons les vêtements et le maquillage. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ne perdons pas de temps, suggéra Julia, retrouvant pleinement son calme. Dans un grand centre commercial, ils achetèrent plusieurs ensembles de vêtements et de chaussures, une perruque, du maquillage et des lentilles colorées dans un magasin de déguisement. Julia retira également de l'argent liquide, sachant bien qu'elle ne devait pas trop se montrer. Elle prenait déjà un risque énorme en apparaissant en public. Une vendeuse, tenant un journal frais, ne cessait de regarder Julia avec trop d'insistance. Puis ils allèrent chez Derek. Sa mère, encore assez jeune mais d'apparence maladive, ouvrit la porte. Olivia leur prépara le petit déjeuner et alla se reposer dans sa chambre, tandis que son fils et son invité s'attelaient à leur affaire importante et à la création de sa nouvelle apparence. Ils utilisèrent à la fois les cendres du poêle et tous les achats. 5 heures plus tard, Julia, lourdement maquillée en mendiante, se tenait déjà au cimetière. Elle voulait prendre une caméra vidéo, mais ça n'a pas marché, alors Derek filma les funérailles depuis l'autre côté du cimetière. Bientôt, un cortège funèbre apparut au loin sur l'allée centrale. En tête marchait Charles dans un manteau flottant. Sans regarder, il jeta des pièces de sa poche dans la sébile de la mendiante et continua son chemin. Au moment où le cortège la dépassa, Julia se sentit faible et prise de vertige, puis s'effondra, s'évanouissant, sans avoir réussi à regarder les funérailles jusqu'au bout. Elle se réveilla dans les bras d'un vieil homme. Il la traînait vers une femme âgée au cimetière. Julia tenta de se libérer, mais le vieil homme la tenait fermement. Une fois arrivé près de la femme âgée, il la déposa sur un canapé et lui versa du thé fort et sucré. « Qui es-tu » demanda le vieil homme sèchement. « Tu ne ressembles pas à l'une de nos mendiantes. »« Albert » demanda Julia, surprise, le reconnaissant. «
Elle se redressa sur le canapé. « C'est vraiment toi ?» demanda le vieil homme. « Je t'ai reconnu à ta voix, Julia. »« Mais tu es morte ?» dit-il, déconcerté. « Alors qui enterre-t-il » ? Je suis venu discrètement pour regarder, prévoyant de dire au revoir plus tard. « Mais il semble que tu sois en vie, » soupira-t-elle. « C'est une longue histoire. Honnêtement, je ne l'aurais pas cru moi-même. »« Oh, on voit de tout ici » sourit l'ancien professeur de dessin. « Mon petit-fils Ben et moi sommes ici depuis plusieurs années. Et tu sais, la foule ici est meilleure que certains de nos vivants. Je me suis lié d'amitié avec les mendiants et maintenant je surveille les tombes. Ma femme est décédée et je suis veuve depuis 3 ans. L'école a changé de direction et ils n'ont pas besoin des vieux. Ben a trouvé un travail de fossoyeur et il m'a entraîné aussi. » « Vraiment ?» sourit Julia. « Je me souviens qu'il était un si grand artiste. Tout le monde pensait qu'il serait peintre. » Juste à ce moment, on frappa à la porte. Le vieil homme fit signe à Julia de se cacher sous une couverture, mais c'était Derek à la porte. « Je t'avais dit que tu allais t'effondrer, » grommela-t-il. « Julia, allons-y. Tu vas bientôt t'endormir et ça pourrait être un sommeil profond, peut-être pour une journée entière. »« Très bien, » acquiesça-t-elle. « Albert, merci. Je n'oublierai pas ta gentillesse. Mais s'il te plaît, ne me trahis pas. D'accord, ne t'inquiète pas. Je comprends que tu es en fuite, » murmura le professeur. « Je garderai le secret. »« Ne t'inquiète pas, Julia, je m'occupe de tout, » la rassura Derek. Il la ramena chez lui, l'aida à s'endormir, vérifia son pouls et sa tension artérielle une dernière fois, puis partit travailler. Le pathologiste, là-bas, était maintenant sobre et avide de détails sur les tâches de la défunte. Derek les décrivit à son patron avec force détail et reçut la prime promise. Il déposa également l'échantillon de sang chez une laborantine familière. Elle et Julia décidèrent que c'était pour le mieux. Les disputes avec la direction de la morgue ne faisaient pas partie de leur plan. Le soir, à la maison, Derek et elle décidèrent de regarder les images de la caméra. Le somptueux cortège funèbre avançait lentement. À un moment donné, le brancardier halta. « J'ai même pensé que ton mari avait un visage familier, » dit-il. « Tu le connais » Julia recula. « Où aurais-tu pu le rencontrer ? Tu vois la jeune femme à côté de lui » Derek grimaça amèrement. « C'est mon ex-fiancée, Naomi. Il l'a pratiquement achetée. »« Attends, ça doit faire longtemps, non » demanda Julia. « Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Ils avaient une liaison bien avant ça. Apparemment, leurs rencontres n'ont pas cessé, » expliqua Derek. « Waouh, quelle coïncidence. Le destin nous a réunis. Seul Charles pouvait amener sa maîtresse aux funérailles de sa femme, » murmura Julia avec colère. « Quel talent pour Charles. Les funérailles de sa femme étaient un événement qu'il aurait préféré éviter complètement, mais Julia et son père étaient trop connus en ville, alors il dut débourser pour un cercueil en chêne coûteux. Heureusement, ils n'eurent pas à l'ouvrir et pour une veillée funèbre pour plusieurs centaines de personnes. Et puis Naomi lui annonça soudain la veille qu'elle était enceinte. Charles n'était absolument pas prêt à se marier tout de suite. Heureusement, en tant que veuf, on attendait de lui qu'il observe une période de deuil. Il regarda sa maîtresse et pensa qu'il n'aimait pas vraiment cette belle femme, mais qu'elle s'était accrochée à lui comme une sangsue, prête à endurer n'importe quelle humiliation pour de l'argent. Julia était complètement différente. « Chérie, penses-tu que je pourrais emménager ici, dans cette maison ?» lui demanda nonchalamment Naomi. « Je ne voudrais pas élever notre bébé dans un 3 pièces chez mes parents, où il y a aussi mon frère et ma sœur. »« Naomi, je viens d'enterrer ma femme. Pourrais-tu attendre un moment plus approprié pour me demander ça ?» rétorqua Charles en se servant un verre. « Et de toute façon, j'ai de plus gros soucis en ce moment. Il y a l'héritage de mon beau-père à régler. Et ma chère, dans tous les sens du terme, épouse était assez riche. En plus, ce petit avocat va certainement essayer de compliquer l'acceptation du testament. »« Tu t'occuperas de tout ?» sourit Naomi. « Très bien, je m'en vais alors. » Elle se prépara, attrapa son parapluie car il commençait soudainement à pleuvoir à verse dehors, courut à la voiture et de là, assise dans l'habitacle chaud, envoya un message depuis son téléphone. « Chérie, nous allons avoir un bébé. » Et bien sûr, ce n'était pas destiné à Charles. Naomi avait plusieurs pères potentiels pour le bébé et elle n'avait pas encore décidé qui elle choisirait. Pendant ce temps, Charles, sirotant paresseusement son verre, composa le numéro de l'avocat de son défunt beau-père. « Alors, Eric, quand considéreras-tu le testament en ma faveur ?» ricana-t-il. « Tu peux commencer à préparer l'héritage de ma femme pour le transfert. »« J'aimerais voir le testament que vous avez. »
J'insisterai pour une expertise graphologique, et en général sur sa falsification, lui répondit soudainement l'avocat âgé. L'argent sur lequel vous comptez, Charles, n'existera pas. Oh, nous verrons bien, siffla Charles entre ses dents. Ne craignez-vous pas pour votre vie? Non. Et d'ailleurs, j'ai des successeurs. Et il y a de bonnes raisons de douter de ce papier. Il pourrait y avoir d'autres héritiers légaux. Qui, à part Julia, s'exclama Charles. Est-ce une fille kidnappée ou quelque chose comme ça? Ne me racontez pas de contes de fées, Eric. Il laissa tomber le téléphone et des fissures comme des toiles d'araignée apparurent sur l'écran. Pendant ce temps, Julia, confortablement installée dans la chambre de Derek, planifiait sa vengeance. Son parrain l'avait déjà appelé pour lui parler des menaces de Charles. Sachant que son mari buvait beaucoup et souvent ces derniers temps, elle décida de se concentrer là-dessus. Elle ne voulait pas seulement son arrestation, une enquête ou un procès. Charles devait faire face à une vraie punition. Le parrain dit, « Cela retardera l'héritage de mon mari et nous avons environ un mois. Mais j'aurai besoin de ton aide. Nous devons sélectionner des femmes qui me ressemblent le plus possible et aussi obtenir les vêtements que je commanderai pour elles. Peux-tu m'aider? Ce serait étrange d'avoir la défunte errant dans la ville. Mieux vaut protéger la défunte de ceux qui pourraient te voir, sourit Derek. Très bien, nous trouverons les filles. Comment vas-tu les chercher? Eh bien, je ne suis pas du type le plus rare. Un peu de ressemblance et de maquillage suffisent. Au fait, j'ai suivi des cours de maquillage une fois, juste pour m'amuser avec mes copines. Donc je pourrais accentuer la ressemblance. Très bien. Comment vas-tu globalement? Je suis sûr que nos conditions te semblent sauvages, demanda Derek. Eh bien oui, je suis une princesse d'un palais, sourit Julia. Tu sais, je suis en vie et ça va. En fait, quand j'étais enfant, mon père n'était pas si obsédé par la sécurité et nous vivions dans un quartier assez ordinaire, tout près. Vraiment? Je ne savais pas ça, sourit Derek. Très bien, princesse, allons nous coucher. J'ai installé un lit pliant dans la chambre de ma mère. Derek, et Olivia? Depuis combien de temps a-t-elle ça? Demanda l'invité prudemment. Insuffisance rénale depuis 5 ans, soupira Derek. Au moins, il y a la dialyse. Et je prends des gardes de nuit à la morgue pour que ma mère ne se surmène pas pendant la journée avec les tâches ménagères. Y a-t-il une option de traitement? Je ne connais pas très bien les tests, demanda Julia. Une greffe de rein. Je suis même un donneur compatible. Mais il faut quand même de l'argent pour l'opération et la convalescence après. Au final, tout se résume à ces jolis bouts de papier bruissants, dit tristement le brancardier. Très bien, n'y pense pas. Tu as assez de problèmes toi-même. Il alla dans la chambre de sa mère et Julia resta longtemps allongée, se tournant et se retournant, pensant à ce qui se passait. Ce jeune homme était prêt à donner un rein à sa mère, tandis que son mari avait tenté de tuer Julia sans même considérer la valeur de sa vie. Finalement, elle s'endormit. Les jours suivants furent vraiment torrides. Bien que Julia se sentît bien, elle perdait encore connaissance occasionnellement. Derek lui administrait des perfusions intraveineuses pour nettoyer son sang de la toxine et attendait les résultats des analyses de sang pour enfin comprendre ce qui avait empoisonné la jeune femme. L'état d'Olivia s'aggrava. La femme fut admise à l'hôpital et maintenant Julia était responsable de la maison. C'était même une bonne chose pour leur plan, car des filles censées se faire passer pour Julia devant son mari commencèrent à visiter la maison de Derek. À cette fin, elle sélectionna 10 personnes dans des agences d'acteurs et des bases de données de casting et les rassembla tout un jour. Ok, annonça Julia. La tâche n'est pas simple, mais elle est créative et bien payée. Vous devrez porter des vêtements spécifiques et vous trouver aux endroits que je vous indiquerai. Un homme spécifique doit absolument vous voir. Voici sa photo. Tu te venges d'un ex? S'exclama l'une des filles. Cool. Je participerai même à ça gratuitement. Et en prime, vous garderez tous les vêtements que vous porterez. Ils sont neufs, sourit Julia. Et encore une chose, n'engagez pas de contact rapproché. Même s'il vous rattrape ou vous importune, faites-lui poliment savoir qu'il se trompe et éloignez-vous. Combien de temps durera ce travail? Demanda une autre fille. Vous avez offert un si bon salaire. Seulement pour un mois. Même si cela prend moins de temps, je vous paierai immédiatement pour le mois complet, sourit Julia. Venez ici le matin, habillez-vous et nous appliquerons un maquillage léger. Je vous montrerai toutes les astuces nécessaires et après cela, vous pourrez vous débrouiller seul. Oh, vous ressemblez exactement à cette femme d'affaires qui est morte, dit soudain l'une des filles. Je n'aime pas ça. Oui, on m'a parlé de notre ressemblance,
répondit Julia. Eh bien, je ne retiens personne ici. La porte est ouverte. Mais tout le monde resta. Ce jour-là, elles apprirent à marcher, à se maquiller et à se comporter comme Julia. Et le lendemain, cette équipe inhabituelle commença à cibler Charles. D'abord, il vit sa femme au bureau, se précipita pour la rattraper, mais réalisa ensuite qu'il s'était trompé. Ensuite, les sosies de Julia commencèrent à suivre Charles littéralement partout, dans son café préféré, au restaurant, près de chez lui, sur le parking. Elle traversait la rue, lui faisait signe depuis le bord de la route, lui souriait depuis un escalator dans un centre commercial. Une semaine plus tard, Charles avait déjà peur de dormir seul. Ignorant tous les commérages, il installa Naomi chez lui. Au début, elle était heureuse, mais le soir même, elle le regretta. Charles avait l'air complètement fou. Elles sont partout, courant dans la maison avec un verre à la main. Elles me poursuivent, mais elles ne me laissent pas les attraper. Charles, tu délires? Qui sont-elles? Demanda Naomi, n'ayant pas vu son amant cette semaine-là et ne sachant rien de spécial sur les changements dans sa vie. Julia, hurla Charles. Ou peut-être que c'est toi aussi. Tu te promènes en me regardant. Tu ne veux pas partager l'héritage non plus. Je vous déteste tous. Charles, calme-toi et arrête de boire, dit Naomi avec dédain. N'oublie pas que je suis enceinte, au fait. Va prendre ton gamin et laisse-moi tranquille, hurla Charles. Je ne vivrai peut-être même pas assez longtemps pour hériter de quoi que ce soit. Elle viendra me traîner dans la tombe avec elle. Oh, tu me racontes des histoires d'horreur enfantine, sourit Naomi. Réfléchis grec, Julia est morte. À ce moment, le téléphone posé sur la table sonna. Charles sursauta comme si c'était un serpent à sonnette. C'est encore elle. Il attrapa le combiné et hurla dedans, « Qu'est-ce que tu veux ?» Repens-toi, siffla une voix depuis le haut-parleur du téléphone. Le temps presse. Comment peux-tu appeler depuis ton numéro si le téléphone est dans ma table de nuit? Cria Charles de l'autre côté. Tu n'as pas besoin d'outils de communication, siffla la voix en retour. L'appel se termina. Charles resta là, pâle, en sueur, les lèvres tremblantes. Naomi se précipita dans sa chambre sans aucune pensée romantique. Quand Charles alla se coucher, elle vérifia la liste des appels. Elle était vide. Personne ne l'avait appelé ce soir-là. Naomi décida que le veuf perdait simplement la tête. Après l'une de ses gardes de nuit, Derek rentra chez lui avec les résultats des analyses de sang. Il avait l'air assez sérieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Julia. « Où prévois-tu de mémoriser ce papier ?»« Je suis surpris que tu aies réussi à survivre avec une telle dose, » répondit Derek. « Ton sang contient une substance végétale puissante qui induit la catatonie, le même état que dans le coma. C'est incroyable qu'ils aient manqué ça à l'hôpital et que personne n'ait pris ton sang pour analyse. » « Oui. Maintenant, j'ai besoin d'entendre ce dont tu te souviens des événements avant ta mort. Eh bien, regarde, presque un mois s'est écoulé après le départ de papa et j'étais toujours sous le choc, expliqua Julia. Mon mari a mis tout le monde dehors, a pris des congés. Nous avons passé presque tout le temps ensemble. J'ai beaucoup pleuré et Charles a trouvé un herboriste, un ermite qui fabriquait des potions. Je me souviens même du nom du village, un nom drôle. C'est là qu'il vit. Mon mari m'a apporté les remèdes de là-bas et a commencé à me les donner le soir. Et combien de temps as-tu pris le médicament ? Demanda le secouriste, inquiet. Environ une semaine, répondit Julia. Tu sais, il n'y avait pas d'autres options. Je n'ai pas discuté avec mon mari et je me sentais mieux avec ce médicament. Puis un soir, j'ai bu la potion, je me suis allongé et j'ai senti mon cœur ralentir. La chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans ta morgue. Si tu veux le dénoncer, nous devons absolument contacter les autorités. Mais c'est impossible si nous gardons le silence sur le rôle du directeur de la morgue. Nous aurons quand même besoin de leur aide. Très bien, je vais consulter mon parrain, promit Julia. Il doit connaître quelqu'un. Alors, quelle est la suite? Tu l'as déjà intimidé par téléphone et maintenant il court après des femmes qui te ressemblent. Veux-tu le rendre fou? Demanda Derek. Je pense que la clé ici est de ne pas en faire trop, sinon tu te retrouveras toi-même sur le banc des accusés. Je comprends. Ne considère pas ça comme une blague. J'ai besoin de ces aveux, répondit Julia. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Demanda Derek. Les obtenir, répondit Julia. Ils commencèrent à préparer l'opération complexe. Eric présenta Julia à son ami des forces de l'ordre. Il fut impressionné par la bravoure de la jeune femme et offrit sa coopération.
Il avait déjà préparé une caméra installée sur la tombe du père de Julia. Elle devait être activée par le même gardien, Albert. Ensuite, un dispositif d'écoute fut fixé sur Julia. Sous l'apparence d'une diseuse de bonne aventure, elle croisa Charles près de leur ancienne maison. Charles avait déjà subi l'attaque précédente de Julia ce jour-là et était quelque peu préparé à cette rencontre. « Et, chérie » appela Julia son mari d'une voix rauque et éraillée. « Je vois que tu as de gros problèmes. Un nuage noir te suit. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici » Charles sursauta. « Partez. » « Ne veux-tu pas lever ta malédiction » demanda Julia sous son déguisement de diseuse de bonne aventure. « Peut-être que ça te soulagera. »« Comment allez-vous la lever » rétorqua Charles. « J'ai déjà essayé. J'ai récité des sorts, j'ai même allumé une bougie à l'église, bien que je ne sois pas religieux. »« Ça n'aidera pas, même si tu allumes sans bougie, » ricana Julia. « Tu as besoin de quelque chose de complètement différent. Va t'excuser auprès de celui à qui tu as fait du tort, ou bientôt tu perdras la tête. Les visions t'envahiront et elles t'entraîneront avec elles. Comment savez-vous pour elle » Charles attrapa la femme par la main, mais elle se dégagea vivement et disparut au coin de la rue. Charles resta immobile pendant quelques minutes, hébété. Quand il leva les yeux, il vit sa défunte épouse s'approcher de lui depuis 3 directions, vêtue d'un linceul, ses cheveux pâles tombant devant son visage, le masquant. Charles hurla et courut. Il sauta dans la voiture, mais le temps qu'il la démarre, la vision avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Charles appuya sur l'accélérateur et fonça vers le cimetière. Satisfaite, Julia retira son déguisement dans la voiture et suivit, avertissant le gardien d'allumer le matériel d'enregistrement et appelant ce même policier. Près de la tombe, une scène complète se déroulait. Charles l'atteignit en courant depuis les portes du cimetière et tomba à genoux devant la clôture. Il rampa jusqu'au monticule couvert de fleurs, puis hurla « Qu'est-ce que tu veux de plus de moi » cria-t-il. « Tu ne voudras pas d'argent. Laisse-moi partir. Pardonne-moi. Le diable m'a poussé à le faire. Je t'ai tué et j'ai donné la même potion à ton père. À toi aussi. Je ne pouvais pas faire autrement, comprends-tu? J'ai supporté le vieil homme pendant tant d'années, j'ai même falsifié le testament. Et maintenant quoi? La vie n'apporte aucune joie et on dirait que je me dirige moi-même vers la potence. Pardonne-moi, Julia, avoua longuement Charles. Puis il fut immédiatement maîtrisé et arrêté par la police. Clark, le policier ami d'Eric, demanda avec un sourire narquois en regardant Julia ressuscitée, « N'est-ce pas effrayant de regarder ton visage sur la photo avec le ruban de deuil ?»« Eh bien, c'est une bonne photo, » ricana Julia. « Mais maintenant, papa peut dormir paisiblement, sachant que le meurtrier est attrapé. Au fait, il y a un sac de ciment dans la tombe, donc je n'ai absolument pas peur. »« Eh bien, tu es juste une héroïne, » rit Clark. « Et le brancardier qui a réussi à distinguer une personne vivante d'une morte aussi. Tu réalises que tu dois ta vie à ce gars ?» Julia hocha la tête silencieusement. Après avoir quitté le cimetière, elle se rendit au poste de police où il y eut de nombreux interrogatoires. Elle et Derek s'étaient déjà mis d'accord pour ne pas piéger son patron, afin que le brancardier ne perde pas son emploi. Il fut tenu informé pendant que l'opération se déroulait au cimetière. La police reçut la version éditée des événements, comme si le pathologiste avait également participé au sauvetage. Thomas, après avoir entendu la nouvelle, suivait simplement Derek partout, le remerciant constamment, tandis que le brancardier conseillait au patron d'envisager la discrétion. Il promit de recommander le gars pour sa réintégration à l'institut médical, spécifiquement pour le département de médecine légale. Mais par-dessus tout, Derek était préoccupé par l'état de sa mère. La santé d'Olivia se détériorait. Les médecins insistaient sur une intervention chirurgicale. Après avoir vu sa femme vivante et indemne au poste de police, Charles devint furieux. Il refusa de témoigner catégoriquement et se comporta de manière arrogante et provocante, pleinement conscient que maintenant il ne pouvait plus s'échapper. Le soir, Julia retourna dans sa maison de campagne depuis celle de Derek. À l'intérieur, elle trouva la maîtresse de son mari. Naomi avait appelé Charles sans succès sur son mobile toute la soirée. « Eh bien, bonjour » ricana Julia en voyant le visage stupéfait de l'invité. « Quoi, tu attends Charles ? Désolé, mais pour les 10 à 15 prochaines années, il sera certainement très occupé. »« Toi ? Et les funérailles » murmura Naomi. « Eh bien, tu n'es rien pour moi. Des petites choses comme ça ne devraient pas te concerner. Tu n'as pas arrêté de sortir du lit du veuve juste après les funérailles, n'est-ce pas » répondit Julia. « Ce n'est pas comme ça » protesta Naomi. «
Je pense que je vais partir, dit Naomi. Laisse ton sac pour une fouille, ricana Julia. Et encore une chose. Vas-y, enlève mes boucles d'oreilles et ma bague. Je ne te les ai certainement pas données. Et Charles aura du mal à confirmer qu'il te les a personnellement remises. Est-il en prison? Tu ne peux rien prouver, tenta Naomi de faire la brave. Tu n'as pas compris, dit Julia. Tu ferais mieux de partir tout de suite, pacifiquement, pendant que je suis encore calme. Sinon, la police pourrait commencer à te considérer comme une complice. Très bien, je pars, répondit Naomi. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Après avoir pris un bain après une longue journée, Julia appela Derek et s'informa de la situation de sa mère. Après l'avoir écouté, elle offrit son aide. Écoute, tu as tant fait pour moi, Derek. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi te rendre l'appareil. Je trouverai une clinique, organiserai le transport. Ils transplanteront ton rein à ta mère et je paierai, bien sûr, pour votre rééducation à tous les deux. Ne refuse pas, s'il te plaît. Ce n'est pas acheter de l'amitié. Je veux vraiment que ta mère vive. Eh bien, Julia, je ne suis pas en position de refuser, Derek. Vas-y, organise tout et je passerai l'examen médical et parlerai au médecin ici. 2 jours plus tard, Derek et sa mère partirent pour le centre régional où il y avait des installations pour les transplantations planifiées. Bientôt, on apprit que l'opération avait réussi. Julia restait en contact avec eux deux chaque jour, en venant progressivement à considérer Derek et sa mère comme les personnes les plus proches d'elle. Pendant ce temps, une nouvelle figure apparut dans l'affaire criminelle, l'ermite qui avait fabriqué la potion. Il avait été autrefois un médecin prospère, l'un des meilleurs dans son domaine. Mais ensuite, des problèmes au travail survinrent, après cela, toute sa famille périt dans un incendie. Léon survécut à l'incendie mais ne put se le pardonner. Il déménagea finalement dans un village isolé. Il y avait une petite maison héritée de la grand-mère de son cousin. Léon vivait en autarcie, cueillait des herbes et élevait des abeilles. Sa renommée s'étendit bien au-delà de leur région. Comme Julia se souvenait du nom du village et de quelques autres détails liés au voyage de son mari, l'ermite fut rapidement localisé et arrêté. En apprenant que sa potion avait failli tuer la femme, l'ancien médecin exigea de voir l'analyse chimique, puis déclara que le principal ingrédient actif, le poison même, ne figurait pas dans sa recette. Julia raconta tout à Derek, exprimant son indignation que le vieil homme n'admette pas sa culpabilité, et entendit de manière inattendue de sa part, « Julia, je me souviens de lui. Léon est la personne la plus gentille qui soit. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il nous a enseigné l'obstétrique, puis a perdu toute sa famille et a disparu de la vie publique. Je suis sûr qu'il a été piégé. Parle-lui toi-même et tu verras comment les choses sont réellement. » Eh bien, je ne sais pas, renifla Julia. Laisse la police s'en occuper. Oh, tu joues à nouveau la princesse, lui reprocha le brancardier. N'ajoute pas au problème d'un homme bien. Il en a déjà assez bavé. Très bien, je lui parlerai, promit Julia. Et reviens vite. Emménage avec ta mère chez moi. Est-ce une proposition officielle, rit Derek. Légalement, tu es toujours marié. Pas pour longtemps. Mes avocats s'occupent déjà du divorce. Tu sais, divorcer de quelqu'un qui a essayé de te tuer est assez facile, expliqua Julia. Le jour même, elle rendit visite à l'ermite au centre de détention provisoire. Le médecin âgé n'était pas désireux de parler à qui que ce soit et la police était sceptique quant à son implication dans le crime. Cependant, la potion avait bien été fabriquée par Léon. Quand le médecin vit Julia, il tressaillit. Vous savez, j'ai cette forte impression de déjà-vu. Vous ressemblez exactement à l'une de mes anciennes patientes. Quel est votre nom de famille? Smith, répondit Julia, voyant le médecin pâlir. Vous avez besoin de mon nom de jeune fille. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Il y a de nombreuses années, votre mère s'est suicidée dans mon service, soupira Léon. Qu'est-ce que c'est? Une malédiction? Une coïncidence? Ai-je porté malheur à votre famille? Quoi qu'il en soit, mes propres ennuis ont commencé cette nuit-là. Et votre petite sœur, a-t-elle jamais été retrouvée? Julia soupira. Non, personne ne l'a revue depuis. Revenons au présent. Mon ami, il a suivi votre cours et m'a demandé de vous donner une chance de vous défendre. Et me voilà. Avez-vous quelque chose à dire? J'y ai beaucoup réfléchi, répondit Léon. Et je suis sûr que personne n'aurait pu gâcher ma potion, sauf une personne qui a la compétence pour préparer cet extrait. Et qui cela pourrait-il être? Demanda Julia. Mon élève. Un garçon très talentueux.
Il vit dans un village voisin. La vérité est que nous nous sommes récemment disputés au sujet du paiement des services. Je ne facture pas, mais Jacques a commencé à travailler pour de l'argent et cela a manifestement obscurci son jugement. Pensez-vous qu'il l'a fait ? Demanda Julia, ayant encore du mal à croire à l'innocence de l'ermite. Elle avait été sûre qu'il avait comploté avec son mari, mais maintenant il semblait que le vieil homme avait été utilisé à son insu. Je ne peux pas calomnier le garçon, mais c'est le seul qui puisse fabriquer cet extrait. De plus, ses traces restent sur les récipients, comme sa signature silencieuse. Si c'était lui, vous trouverez les preuves. Julia hocha la tête et considéra cette suggestion raisonnable. Après avoir quitté le parloir du centre de détention, elle commença à prendre des mesures actives. Elle engagea un détective privé. Lorsqu'il confirma les conclusions du médecin âgé devenu ermite, elle fit appel aux meilleurs avocats. Une semaine plus tard, Léon était libre et son ancien élève donna volontairement son témoignage. Julia conduisit personnellement le médecin à son village et promit de revenir bientôt, déjà avec Derek qui devait sortir de l'hôpital. Sa mère se remettait bien et le secouriste lui-même se sentait bien. Julia comprenait que tout touchait à sa fin. Mais de manière inattendue, l'une des filles qu'elle avait engagées pour pousser son mari aux aveux l'appela. Sabrina était très inquiète et demanda une rencontre. Julia la rencontra dans un café du centre-ville et fut stupéfaite par les informations que la jeune fille partagea. « Comprenez-vous, c'est très étrange. Peut-être que maintenant je deviens folle aussi, » se plaignit le mannequin. Mais aujourd'hui, il y avait une séance photo dans une ville voisine et à la station-service, dans un café routier, votre copie exacte servait les clients. Pas seulement similaire, comme nous, mais un sosie littéralement identique. Est-ce que ça peut vraiment arriver ? Où avez-vous vu cette femme ? Demanda Julia, s'agitant. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse ou venez avec moi là-bas. Merci beaucoup, Sabrina. C'est vous qui avez puni mon ex-mari à l'époque, n'est-ce pas ? Demanda doucement la fille. J'ai lu ça en ligne. Quel cauchemar. Pas étonnant que vous ne vous mariez pas. Eh bien, que pouvez-vous faire ? Il y a toujours des risques, même quand vous sortez simplement dehors, sourit Julia. Accepterez-vous une récompense de ma part ? Non, non, pas besoin de quoi que ce soit, la fille commença soudainement à partir. J'ai juste pensé que cela pourrait être important. Après avoir reçu l'adresse, Julia se rendit au café routier. Au début, elle fut déçue. La salle était servie par une serveuse complètement différente. Mais ensuite, une jeune femme entra flottant dans la pièce depuis la rue. Julia attrapa la femme par le bras et demanda « Écoutez, j'ai besoin de vous parler. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» cria la serveuse, puis vit le visage de Julia et s'arrêta net. « Je vais prendre votre commande. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Notre nourriture est délicieuse. » Julia s'assit au fond de la salle et regarda autour d'elle. C'était en effet confortable, propre et ça sentait les tartes et les soupes maison. Environ 5 minutes plus tard, la serveuse s'assit à côté d'elle, maintenant en vêtements décontractés ordinaires, et fixa Julia avec de grands yeux. « Qui êtes-vous » demanda la serveuse. « Vous ressemblez à un portrait. »« Pouvez-vous me dire qui vous êtes d'abord » demanda Julia. « Ensuite, je vous dirai. »« Je m'appelle Camilla. J'ai grandi avec ma grand-mère et je n'ai jamais vu mes parents. »« Eh bien, j'ai 28 ans. »« Oui, mais en fait, vous êtes probablement Smith. » « Et ce n'est pas votre grand-mère qui vous a élevé, mais une femme complètement étrangère, » dit Julia. « Si vous voulez, nous pouvons faire un test sanguin. »« Eh bien, j'ai une sœur. » Camilla éclata de rire, cachant la nervosité du moment, puis partagea toute leur histoire familiale avec la serveuse complètement stupéfaite. La serveuse resta juste assise là, bouche bée. « Oui, mais êtes-vous sûr que tout cela me concerne ? Nous le saurons dans quelques semaines après le test. Mais je ne peux pas expliquer notre ressemblance autrement. Quelle tristesse que papa n'ait pas vécu pour voir ça, dit tristement Julia. Il t'a cherché toute sa vie. Et je t'ai trouvé, et c'était par accident. Travaillez-vous ici depuis longtemps ? Non, c'est justement ça, rit Camilla. Je suis venue ici, j'ai trouvé mon lieu de naissance sur mon certificat et j'ai décidé de vérifier où c'était même. Avant ça, j'ai divorcé. Il s'est avéré être un tricheur. Je suis restée ici, j'ai trouvé un travail de plongeuse il y a 1 mois, puis j'ai été promue serveuse. Eh bien, le destin a fait en sorte que vous vous retrouviez ici, sourit Julia. Prenez un jour de congé. Allons-y. Nous ferons le test sanguin. Je veux tout savoir le plus tôt possible. Il s'avère que l'idée obsessionnelle du père est contagieuse. M'a-t-il vraiment cherché tout le temps ? Demanda Camilla avec espoir.
Je me suis tellement habitué à l'idée que j'étais complètement seul au monde après le décès de ma grand-mère. J'ai été envoyé dans un orphelinat, puis il y a eu un mariage stupide et hâtif. Se serrant dans les bras l'une de l'autre, les jeunes femmes quittèrent le café. Camilla n'y retourna jamais. Même avant de recevoir les résultats du test, Julia installa sa sœur dans sa maison, l'entourant de soins et de luxe. Et quand tout fut confirmé, Julia transféra la moitié des biens hérités de leur père à Camilla. Elle résista, mais il était difficile de discuter avec Julia. Lors d'une visite au cimetière, Camilla rencontra son ancien professeur d'art, Albert, et son petit-fils Ben. Il restait un garçon timide et dégingandé, désespérément amoureux de Julia. Mais quand il rencontra Camilla, Ben surmonta étonnamment ses sentiments de longue date pour sa sœur. Une romance passionnée s'enflamma entre le fossoyeur et l'ancienne serveuse. Maintenant, Julia pouvait être tranquille pour Camilla. Ben n'était définitivement pas un chasseur de dot. Il était prêt à porter sa sœur dans ses bras. Cependant, son travail troublait Julia et elle suggéra de lui donner de l'argent pour ouvrir sa propre entreprise afin qu'il n'ait pas à geler dans de telles conditions en hiver et en été. Mais il voulait devenir secouriste. Julia paya ses études et commença à payer sa bourse elle-même. En même temps, Derek retourna également à ses études. Sur la recommandation d'un pathologiste, il fut réintégré à l'université dans le même cours qu'il avait quitté. Bien qu'il n'ait qu'un seul rein, il menait une vie pleine et Olivia n'avait plus besoin de dialyse. Julia plaisantait en disant qu'elle avait maintenant une famille médicale. Camilla, maintenant une sœur, essaya de prendre les rênes et de gérer l'entreprise de son père, ou plutôt une partie. Mais les choses n'allaient pas bien. Elle manquait de sens des affaires, en général, de toute compétence en gestion d'entreprise. Finalement, Camilla plaida, « Julia, je ne suis tout simplement pas faite pour être une femme d'affaires. Je préférerais aller aussi à l'école de médecine et ensuite ouvrir ma propre clinique de beauté. » Au fait, c'est une bonne idée, sourit Julia. Quant à Ben, il voulait toujours devenir secouriste généraliste. Il prévoyait de travailler aux urgences, expliqua fièrement Camilla. Il est fou, mais comme je l'aime. Tu sais, il veut sauver les gens qu'il enterrait autrefois. Ouais, tu sais, je pense qu'il y a trop de gens autour de moi avec des diplômes médicaux et c'est un peu effrayant, rit Julia. Eh bien, pour quelqu'un qui est déjà mort une fois, c'est probablement normal, sourit Camilla. Un an plus tard, Julia se maria. Derek et sa mère rayonnaient littéralement de bonheur au mariage. La mariée fut conduite à l'hôtel par son beau-père, l'enseignant d'art âgé à qui Julia avait offert son propre studio. Albert enseignait à nouveau la peinture aux enfants et était absolument heureux. Quelques années plus tard, Ben et Camilla terminèrent également leurs études, à ce moment-là déjà mariés et élevant leur premier-né. La jeune mère ne prit pas de congé de maternité. Son beau-père amenait la poussette entre ses cours, et son stage se déroulait au service d'obstétrique et de gynécologie. Un jour, elle appela de là en pleurant, « Nous avons une jeune mère qui est morte ici. Elle était vraiment jeune. On ne sait rien d'elle et elle ressemblait à une vagabonde. Elle avait un bébé, une si douce petite fille. Julia, toi et Derek vouliez prendre un bébé, n'est-ce pas? J'arrive tout de suite. » Julia interrompit sa réunion et demanda à son adjoint de continuer sans elle. Elle vola pratiquement jusqu'à la maternité et y arriva avant l'arrivée des services sociaux. Le bébé était vraiment adorable et Derek n'y vit pas d'inconvénient. Pendant qu'il remplissait les papiers pour la petite Taylor, Camilla était déjà tombée amoureuse d'un petit garçon de l'orphelinat, Charlie. Finalement, les sœurs prenaient chacune un enfant de l'orphelinat. Un mois plus tard, Julia découvrit qu'elle était enceinte. Leur famille s'agrandissait non pas de jour en jour, mais d'heure en heure, et elle espérait vraiment que son père les regardait depuis le ciel, heureux de leur joie.